Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les conséquences de cette pandémie ne sont pas néfastes pour la plupart d'entre vous. Je sais que pour certains, il y aura sûrement des conséquences graves et des conséquences très néfastes, mais j'espère que pour la plupart d'entre vous, ça ira bien, Inch'Allah. Donc, on s'est arrêté la dernière fois dans la partie interaction, qui est atmosphère, et plus exactement dans les vents dominants. Les vents dominants, et on a cité les différentes circulations atmosphériques qui sont à l'origine des différents types de vents, mais c'est les vents à l'échelle globale. Donc c'est les grands couloirs de circulation des masses d'air. Et on a parlé des trois cellules, cellules Hadley au niveau de l'équateur, de part et d'autre de l'équateur jusqu'à la latitude 30 degrés nord et sud, la cellule Ferrel à partir de 30 jusqu'à 60 degrés nord et sud, et la cellule polaire. Donc ces trois cellules engendrent trois types de vents: les alizés, les jets tropicaux et les jets polaires, ou bien jet stream. Très bien, maintenant on va passer aux vents à l'échelle locale. Les vents à l'échelle locale, donc c'est les vents qui se forment à l'échelle d'une région quelconque. Par exemple, à l'échelle d'un pays ou bien une région continentale. Pour rappeler, juste un rappel, que les vents se forment grâce à la différence de la pression atmosphérique. Donc si on a deux zones, deux anticyclones, deux zones à haute pression, donc le vent il va circuler à partir de la zone à haute pression vers la zone basse pression, vers les dépressions. Donc c'est l'origine des vents, c'est les différences ou bien les gradients de pression atmosphérique. Maintenant, le vent, quand il circule, il aura une direction et une vitesse. On peut dire vitesse ou bien force, c'est la même chose. Maintenant, cette vitesse, elle va être dépendante de l'allure des courbes isobars. On a parlé déjà de ça, on va le revoir tout à l'heure aussi. Et la direction, elle va être aussi dans le sens de circulation de la dépression ou bien de l'anticyclone. Donc la direction de circulation, elle va donner la direction de. Pour mesurer le vent, on a l'anémomètre, et les mesures sont données par exemple pour la vitesse, on utilise dans les continents, on utilise le kilomètre par heure généralement. Et pour les marins et les aéronautes, les pilotes, ainsi de suite, ils utilisent le nœud. Un nœud est équivalent à 1,85 km par heure. On a ici un tableau qui montre les différents symboles qu'on utilise dans les cartes pour montrer la vitesse et la direction du vent. Donc le grand fragment, il indique la direction, et le petit fragment il indique la vitesse ou bien
la force du vent. Par exemple, ici, on a des nœuds. Pour montrer 50 nœuds, on a ce triangle. Et pour 5 nœuds, on a ce petit triangle. Les vents calmes sont représentés par un double cercle. On a un exemple ici. Donc, on a la direction, elle est vers le sud. Elle est vers le sud. Vent de ouest-nord-ouest, ouest-nord-ouest, donc dans cette direction, et il va vers le sud-est, sud-est. Donc il part de ouest-nord-ouest vers le est-sud-est. Les vents, on les classe souvent par leur naissance. Donc si le vent il vient du nord, donc on dit un vent de nord. S'il vient de nord-ouest, on dit que le vent nord-ouest. Très bien. Et pour la vitesse, ou bien la force, donc on a un nœud de 10, deux symboles montrant des nœuds et un de 5. Donc le tout, elle va donner 25 nœuds. C'est comme ça qu'on lit les symboles dans les cartes. On a une carte ici, une carte isobare avec, si vous vous souvenez, les fronts d'air, le front froid, le front chaud et le front occulte. Et ici on a les isobares. D montre une zone de dépression et A montre un anticyclone. Donc les vents généralement se concentrent entre les anticyclones et les dépressions, ou bien dans les fronts d'air. Il est toujours accompagné avec les fronts d'air. Ici on a un exemple, un vent de sud-ouest, il part vers le nord-est. Sa puissance ou bien sa vitesse, elle est de 30 nœuds. Ici, on a un vent ouest qui part vers l'est, donc un vent ouest-est, et sa vitesse est de 35 nœuds. Ici, vous voyez que on a étiqueté la carte avec marée barométrique. Donc marée, donc les courbes ici sont espacées, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... c'est calme. C'est un calme climatique. Maintenant, dans une région donnée, la vitesse du vent et sa circulation, elle est généralement conditionnée par non seulement la pression atmosphérique, mais aussi par la topographie. Sur la carte d'Algérie, on a placé les vitesses du vent et on voit que il y a des régions où les vents sont vraiment puissants. C'est des moyennes annuelles. Mais si on veut analyser pourquoi ces zones ont des vitesses plus que les autres régions, on va voir que cette région est une vraie dépression. Donc c'est des basses altitudes et les vents généralement circulent dans ces couloirs. On les appelle les couloirs. Vous voyez un couloir ici, un couloir ici et un couloir ici le long de l'accident sud-atlantique. Et ce vent qui vient du sud, par exemple, on a différentes directions du vent. Le vent sud, les vents sud, généralement, on a parlé déjà au cours, ils viennent à la fin de Chihili, si vous vous souvenez, ils viennent à partir fin avril, début mai,
et c'est des vents chauds. Et on les appelle le sirocco par exemple. Ils ramènent c'est des tempêtes de sable qui ramènent du sable et des aérosols. Ici, je vous donne un exemple. Quand vous cherchez le climat d'une région donnée ou bien la météo d'une région donnée, Google vous propose souvent les trois paramètres suivants: température, précipitation et vent. Quand vous cliquez sur le vent, vous allez voir des vitesses différentes avec des orientations différentes. L'orientation de la flèche indique la direction du vent et la taille de la flèche, elle indique la vitesse. Par exemple, cette flèche, elle est petite, 14 km/h, et cette flèche, ou bien celle-là, elle est grande, 43 km/h. Maintenant, on a terminé avec les circulations des vents. Donc c'est des circulations, le vent circule et il transporte avec lui les masses d'air, que ce soit dans les continents ou bien dans les océans. Maintenant, on va voir des circulations qui sont en relation avec l'interaction terre-atmosphère et qui sont très importantes. Ces circulations se font dans l'eau, donc au niveau des plans d'eau, les océans, les mers, ainsi de suite. Donc ces circulations ont un impact très important sur le climat. Donc on les appelle des circulations océaniques. Les océans couvrent des surfaces très grandes dans notre planète et ils sont situés dans des zones climatiques différentes. Par exemple, les océans, on a plusieurs océans qui sont traversés par l'équateur. Au niveau de l'équateur, le soleil chauffe les masses d'eau superficielle. Donc l'eau, quand elle est chaude, elle va se dilater, elle va perdre sa densité. Donc elle va circuler davantage. Et elle va partir depuis les zones d'eau chaude vers les zones d'eau froide. Quand elles arrivent au niveau des latitudes, des grandes latitudes, plus de 60 nord et sud, donc quand on s'approche des pôles, l'eau elle va se refroidir. Elle va se refroidir et elle va se condenser. Quand elle se condense, elle va se précipiter, elle va partir dans les profondeurs et elle va refaire un cycle. Quand elle va partir en profondeur, elle va rejoindre les zones équatoriales. Donc c'est un cycle. Et pourquoi ici on voit eau sursalée? Parce que par le fait de l'évaporation, l'eau ici elle va perdre le H2O. Donc les eaux qui vont vers le nord, c'est des eaux chargées ou bien c'est des eaux plus salines. Parce qu'elles ont perdu beaucoup de H2O pendant leur transport. Maintenant, comment ces circulations interviennent dans le climat? Quand une masse d'air chaude part vers le nord, donc elle ramène avec elle des courants d'eau chauds. Donc elles peuvent
elles peuvent rabaisser ou bien elles peuvent augmenter la température. Quand c'est un courant chaud qui alimente une zone, il va augmenter la température dans cette zone. Et quand c'est un courant froid qui alimente une zone, il va rabaisser la température de cette zone. Quand on regarde la carte mondiale, on voit que la majorité des courants situés dans la zone équatoriale sont des courants chauds, avec la flèche rouge. Ces courants, ils vont alimenter les zones équatoriales et ils vont perdre de leur température progressivement. Au niveau des latitudes, les hautes latitudes, nord et sud, l'eau elle va perdre de sa densité et elle va devenir froide, donc elle va réalimenter des zones. Par exemple ici, chaud, il devient quand il s'intègre avec le courant froid, il devient tempéré et il alimente cette partie. Donc cette partie de l'Afrique, on va trouver un climat relativement tempéré. Et ici, du moment que c'est le courant chaud qui alimente cette zone, on l'appelle le Gulf Stream. Le Gulf Stream, on va le voir ensuite. En Algérie, les circulations principales dans la mer Méditerranéenne sont généralement suivent le trait côtier, et pour l'Algérie, les circulations océaniques sont généralement de l'ouest vers l'est, sauf dans le golfe de Béjaïa et de Skikda, il y a des courants et des instabilités. Et au nord de l'Europe, dans les côtes européennes, on a des circulations inverses, des circulations d'est vers l'ouest. Donc c'est tout un cycle avec quelques turbulences et quelques perturbations. Ces perturbations, bien sûr, sont dues à la présence des îles et des obstacles topographiques. La profondeur aussi de l'eau intervient dans la direction de circulation. Une fois les courants sont distingués, donc ces courants ils vont transporter avec eux les masses d'air. Ces masses d'air, c'est des courants d'air remplis d'humidité, et cette humidité c'est elle qui va former des nuages et qui va retomber sous forme de précipitation. Donc je reprends le schéma qu'on a déjà vu. Donc l'air, il va circuler des zones de haute pression vers des zones de basse pression. Ensuite, sous l'effet de la basse pression, l'air il va remonter. Donc il va remonter en tant que chaud, et il va transporter avec lui la vapeur d'eau, bien l'air humide, et en allant vers les hautes altitudes, il va se condenser. Et il va donner des nuages. Donc la formation des nuages. On a plusieurs types de nuages, selon la latitude, selon la forme, selon la température, selon le type de nuage. Est-ce que il contient des substances
gazeuse, liquide ou bien solide. Donc, les plus connus sont les stratus. Les stratus sont les nuages qu'on voit tous les jours, et c'est les nuages qui nous donnent généralement les précipitations ordinaires. Maintenant, il y a les altostratus qu'on voit dans les altitudes, et on les voit des nuages blancs. C'est des nuages avec des cristaux de glace, donc la température est très faible. Et on a les cumulonimbus. Les cumulonimbus sont des nuages qui vont des altitudes les plus basses vers les altitudes les plus grandes. Donc les cumulonimbus sont à l'origine des tornades, des cellules de convection et des perturbations, des grandes tempêtes. On a les cirrus ou bien cirrocumulus, cirrostratos, mais c'est le préfixe cirrus. Cirrus veut dire que cirrus est glacé ou bien congelé. Cristaux de glace. Donc, on voit des exemples réels des types de nuages. Donc, les cirrus sont des gouttelettes d'eau cristallisées, glacées. Les altostratus et les stratos, ce sont les nuages qui donnent les précipitations régulières. Et les cumulonimbus sont généralement associés à des tempêtes et associés à des perturbations de type tornade, ainsi de suite. Donc, on termine. Voici quelques références si vous voulez consulter davantage les ouvrages. Et on se voit pour le prochain chapitre qui est l'énergie solaire. Merci.